Donc, on a revu la résolution d'équations. On a aussi revu la nature des racines. Le dernier procédé qui va nous aider à faire des bonnes applications lors de la modélisation d'équations de second degré, c'est l'optimisation d'équations. Optimiser veut dire trouver la valeur optimale, c'est-à-dire la meilleure valeur recherchée. Cette meilleure valeur-là peut être minimale, comme dans le cas d'un coût minimal qu'on voudrait obtenir, ou maximale, comme dans le cas de profit maximal qu'on voudrait obtenir. Et puis, dans une fonction du second degré qu'on va, bien sûr, utiliser comme modélisation dans cette unité-ci, c'est une parabole qui représente ça. Puis, dans une parabole, comme on peut se l'imaginer, la valeur maximale ou minimale se trouve au sommet de cette parabole-là. Donc, lorsqu'on va parler d'optimisation d'équations, on va vouloir retrouver le sommet. La forme qui nous permet de trouver le sommet, c'est la forme générale, pas la forme générale, pardon, c'est la forme canonique qu'on va pouvoir obtenir à partir de la forme générale. Remarquez que la forme canonique dont on parle ici, c'est une forme canonique y égale la forme canonique. On avait déjà vu une forme canonique parce qu'on avait 0 égale la forme canonique. C'est important de voir la distinction entre les deux. Si j'ai un y de 0, à ce moment-là, c'est possible de résoudre l'équation, c'est-à-dire trouver les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie, qui font que c'est bel et bien égal à 0. Ici, j'ai une égalité avec y. Ça veut dire que ce n'est pas une équation à résoudre, mais bel et bien une équation de relation entre les deux. Donc, l'équation, si j'ai égal y, comprend encore tous les points possibles de ma parabole. Ça veut dire que je ne pourrais pas aller résoudre, trouver une valeur particulière de x dans ce qu'on m'a donné. Donc, c'est différent. Lorsqu'on utilisait la complétion du carré pour avoir la forme canonique avant, on obtenait 0 égale la forme canonique et la prochaine étape était d'isoler le x. Ici, c'est pas la même chose. Ce qu'on veut retirer de cette forme canonique ici, c'est la valeur du sommet. OK? Dans cette forme canonique ici, la valeur du sommet, c'est le point HK. H étant la valeur du x du sommet et K étant la valeur du y du sommet. Lorsque on a ce sommet-là, bien sûr, il faut faire un lien entre la valeur minimale et la valeur maximale. Ce qui va faire la différence, c'est l'orientation de la parabole. Si mon A est positif, comme on voit ici, si mon A est positif, à ce moment-là, ma parabole n'aura pas subi de réflexion verticale, donc va encore être ouverte vers le haut. On voit que lorsqu'elle est ouverte vers le haut, le sommet se trouve au point le plus bas et donne donc une valeur minimale. Dans l'autre cas, où est-ce que mon A serait négatif, ça veut dire qu'il y aurait eu une réflexion verticale, ce qui fera en sorte que ma parabole serait maintenant orientée vers le bas. On voit à ce moment-ci que le sommet se trouve au plus haut point et donne donc une valeur maximale. Maintenant, si on regarde la formulation de ce dont on parle, on va dire que c'est la valeur du y du sommet, c'est-à-dire ce qu'on trouvera à la position K de ma forme canonique, qui se trouve à être la valeur minimale ou maximale. Pourquoi? Parce que la valeur minimale ou maximale, c'est la plus grande ou la plus petite valeur, c'est une valeur verticale. Donc, c'est ça qui va être défini comme ça, puis on va dire à quel moment, donc pour quel x, est-ce que c'est possible. OK? Donc, on voit la formulation ici, la valeur minimale est K lorsque x égale H, ou la valeur maximale est K lorsque x égale H. Une des autres choses à quoi il va falloir faire attention pour trouver les bonnes valeurs de H et de K, ça va se trouver à être de faire attention au signe. Donc, on voit que dans la forme canonique, on a x moins h au carré. Donc, si on doit faire le lien ici, par exemple, si j'avais, je ne sais pas moi, si j'avais x plus 4 au carré, à ce moment-là, il faudrait faire le lien et voir que le h a une valeur de moins 4. Pourquoi? Parce que si on l'écrit de la même façon qui est écrit dans la forme du gabarit, il faudrait écrire x moins 4.
c'est ça qui serait équivalent à mon x plus 4 à l'intérieur, de façon à ce que j'ai mon x moins une certaine valeur de h. Donc, il va falloir faire attention avec ça. Si j'avais ensuite, je ne sais pas moi, moins 3 au bout, puis je voudrais avoir la même formulation de plus k, à ce moment-là, ça ferait plus moins 3. Donc, on voit que pour le k, c'est vraiment directement le signe qu'on voit, tandis que pour le h, c'est le signe opposé de celui qu'on voit. On va revoir ça dans les exemples qu'on va faire à l'instant. Avant de se lancer dans les exemples, toutefois, je veux juste vous offrir un petit truc personnel que j'ai par rapport à l'orientation de la parabole. On va voir que si mon A est positif, moi je fais le lien entre être positif, avoir un sourire, donc on voit que la parabole a la forme d'un sourire, tandis que lorsqu'on est négatif, on fait la baboune, on a dans le fond le sourire vers le bas si on veut là, pour la parabole où est-ce que le A est négatif. Un petit truc farfelu pour vous aider à vous rappeler tout ça. Maintenant, la question comme telle, on nous dit détermine la valeur minimale ou maximale et la valeur de x correspondante. Donc, dans le fond, automatiquement, on doit reconnaître qu'on va trouver cette valeur-là au sommet, que pour trouver le sommet, c'est la forme canonique qui nous aide. Puis pour atteindre la forme canonique, il faut partir de la forme générale, y égale, et se rendre à ceci à l'aide de la complétion du carré. Donc, la complétion du carré, on aura vu tout ce processus-là auparavant. Donc, on va le mettre en application ici. Donc, on se rappelle qu'on a besoin d'un 1x carré pour bâtir le trinôme carré parfait qui nous intéresse. Donc, on doit factoriser au besoin, comme on doit le faire ici. On factorise dans les termes en x carré et en x, parce que c'est avec ceux-là qu'on va bâtir le trinôme carré parfait. Le terme qui n'en fait pas partie peut rester à l'extérieur de tout ça. Ensuite, pour trouver le troisième terme du trinôme carré parfait, à cause de la logique qu'on a revue auparavant, on sait qu'on doit utiliser ce coefficient de x ici, le diviser par 2 et l'élever au carré. Donc, moins 6 divisé par 2, ça donne moins 3. Élevé au carré, ça donne plus 9. Lorsqu'on ajoute quelque chose, il faut aussi l'enlever pour rester équivalent, étant donné qu'on n'est pas en train de travailler aux deux côtés de l'équation. On identifie ce qui forme notre trinôme carré parfait. Dans ça, ça va être ces trois premiers termes ici. Vérifier les critères, c'est ce que ça nous donne. On peut factoriser ça en binôme au carré. Tout ce qui ne faisait pas partie de mon trinôme carré parfait doit être ressorti de ma parenthèse, donc mon moins 9 que j'avais ici. Pour sortir, doit être multiplié par mon 4, donc ça fait moins 36. J'ai encore mon plus 31 qui était déjà à l'extérieur. Si on met tout ça ensemble, voici ce qu'on obtient. On a notre forme canonique, y égale ceci, qui nous permet d'aller chercher notre sommet. Donc, une première question à se poser peut être, quel type de sommet je vais avoir ici? Ce qui va répondre à ça, c'est la valeur de notre A. Donc, mon A ici est une valeur de 4. C'est une valeur positive. Donc, je souris. Mon orientation de ma parabole est vers le haut. En regardant ça, on identifie notre sommet. On peut tout de suite voir que c'est le plus bas point. Donc, c'est un minimum. Si j'ai ça, en combinaison avec la valeur du sommet, donc on sait que c'est le HK. Donc, si je regarde à l'intérieur de mon binôme, ici, c'est x moins h. Donc, la valeur de h doit être 3, moins 3. Puis, à l'extérieur, c'est plus k. Donc, plus moins 5 dans ce cas-ci. Donc, le k, valeur de moins 5. Donc, ça, c'est le sommet. Donc, si on répond maintenant à la question avec cette information-là, on est en mesure de le faire. On aurait pu passer directement à la phase de conclusion. Donc, la valeur minimale est moins 5. N'oublie pas, c'est une valeur verticale, donc le y, lorsque x égale à ou vaut 3.
Voici, on a répondu à notre question avec le procédé nécessaire. La question B est la même. Ici, on a des décimales qui peuvent sembler plus intimidants, mais ça ne change rien à nos étapes. Encore une fois, je vais factoriser mon coefficient ici pour avoir juste mon 1x carré. Maintenant, si on se pose comme question, on est hésitant à savoir moins 0,3 fois quoi va me donner mon moins 3,6x. On peut utiliser, bien sûr, le processus inverse de la division. Donc, si je ne suis pas certaine ici, je pourrais voir, faire ma division de moins 3,6 divisé par moins 0,3. Puis, ainsi, je vais voir que ça me donne 12. Okay? Donc, c'est comme ça que je peux trouver que ça, c'est plus 12x si j'ai la difficulté avec ma factorisation. Donc, vu je me demande ça fois quoi donne ça, c'est la division qui me répond à la question. Une fois que j'ai ça, je vais continuer, je vais compléter mon carré, n'oubliant pas que j'ai encore mon plus 7,3 à l'extérieur ici. Donc, je prends mon plus 12, OK? Plus 12 divisé par 2, ça me donne 6. Élevé au carré, ça me donne 36. Donc, j'ajoute mon 36 et je le retire pour maintenir mon égalité. Les termes qui forment mon trinôme carré parfait vont pouvoir se factoriser en binôme au carré. Donc, x plus 6 au carré. Mon moins 36 va devoir être sorti de ma parenthèse. Comment je vais faire ça? Je vais simplement multiplier mon moins 36 par le facteur qui est devant de moins 0,3. Penser un négatif fois un négatif me donne un positif. J'ai presque terminé le tout. Et voici, j'ai ma forme canonique complète lorsque j'additionne les deux termes constants au bout. Et voici, je peux maintenant venir identifier quel type de sommet je vais avoir. Donc ici, on voit que notre A est négatif. Donc, mon ouverture va être vers le bas. On voit alors, si on identifie le sommet, c'est le plus haut point, donc c'est le maximum. Le point du sommet, le x, remarquez, il faut encore comparer avec x moins une valeur de h. Donc, remarquez que ça ici, ça serait x moins 6 au carré. Donc, mon h a une valeur de moins 6. Puis ici, j'ai déjà mon plus ma valeur de k qui m'intéresse. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut ici pour dire que mon y, c'est 18,1. Remarquez que j'ai utilisé le point-virgule entre les deux coordonnées, puisqu'il y avait déjà une décimale dans mon 18,1. Je peux maintenant donner ma phrase de conclusion. Donc, la valeur maximale maintenant est 18,1 et elle se produit lorsque x vaut moins 6. Et voilà. Un tout dernier exemple. Donc, regardons cet exemple ici. Comment elle diffère en premier lieu des autres? C'est le fait qu'on n'a pas encore notre forme générale. Bien sûr, il nous faut notre forme générale pour pouvoir passer à la forme canonique. On l'a vu dans notre méthode du début. Heureusement, on peut facilement passer d'une forme factorisée à une forme générale. Tout ce qu'on a à faire, c'est développer et simplifier. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, si on n'a pas de produit remarquable, si on avait eu des binômes conjugués ou si on avait eu un binôme au carré, on aurait utilisé nos raccourcis. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je fais la distributivité au long.
que j'ai, je vais utiliser un petit peu un meilleur ordre pour organiser le tout. Et maintenant, je suis prête à faire ma complétion du carré. Mêmes étapes qu'auparavant. Donc, je factorise mon 2, même si ce n'est pas un PGFC. Donc, si je fais moins 31 divisé par 2, ça me donne pas un entier. Je vais garder ma fraction. Il y en a peut-être qui se posent comme question, quand est-ce que je dois garder ma fraction? Quand est-ce que je peux utiliser une décimale? La réponse à ça va être, de façon générale, on utilise des fractions, à moins que, notre équation du départ a déjà des décimales. Ça donne le droit d'y aller avec des décimales. Tant et aussi longtemps que la décimale est exacte et finie. Et l'autre moment où est-ce qu'on pourrait utiliser les décimales, c'est lorsque l'équation représente une mise en application quelconque, ou est-ce que l'unité de mesure représentée, c'est quelque chose qu'on représente habituellement en décimale. Par exemple, si on parle de centimètres, on va très rarement dire j'ai 31 demi-centimètres. On utiliserait plutôt la décimale. À ce moment-là, tant aussi longtemps que c'est une décimale finie encore, on aurait le droit d'utiliser la décimale. Autrement, on reste de façon exacte en fraction. Donc, voici ce que j'ai. Pour aller chercher le terme qui complète mon carré, par le même processus que j'ai fait auparavant, on peut peut-être s'aider en l'écrivant un peu. Donc, diviser par 2. Faites attention, il y a plusieurs personnes qui diraient que ça élimine les deux. C'est pas le cas, on va voir pourquoi. Donc, si on regarde ce que ça nous donne ici, ça donne moins 31 demi fois une demi. Donc, divisé par 2 unième, c'est fois une demi. Au carré, ça me donne moins 31 quart. Tout ça au carré. Donc, on voit bel et bien que les deux du début ne se sont pas éliminés. Donc, on a le carré du numérateur et du dénominateur. Encore une fois, on identifie les trois termes qui forment notre trinôme carré parfait. Donc, deux carrés qui sont bien sûr positifs. Et notre autre, on vérifie les critères. On va voir que ça ici, ça se factorise en binôme au carré. Il nous reste notre x2 devant. Et notre moins 961 16e va être retiré de notre parenthèse en étant multiplié par 2. Okay. Remarquez ici ce que je vais faire. Je l'ai écrit comme ça pour faire deux petites notes ici. Première chose que je vais vous faire remarquer, si vous faisiez la multiplication comme telle, okay, donc il ne faudrait pas oublier que c'est numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Le dénominateur, évidemment, ayant une valeur de 1. Donc, une erreur que je vois souvent, c'est qu'on ferait 2 fois le numérateur et 2 fois le dénominateur, ce qui est incorrect. On pourrait le faire numérateur, numérateur, dénominateur, dénominateur. Toutefois, on peut y aller avec la façon plus efficace. La façon plus efficace, c'est de faire les simplifications possibles dès le début. Donc, si j'ai un facteur de 2 au numérateur, je peux diviser par 2, je peux diviser par 2 au dénominateur aussi. Il reste 1 ici, puis il me reste 8. Je travaille des plus petits nombres tout de suite, qui est toujours mieux. Et j'ai pas eu à faire la multiplication de 2 fois un immense nombre comme moins 961. Okay? Ça me permet également de faire un plus petit dénominateur commun pour ma fraction qui suit. Donc, j'ai un dénominateur commun de 8. Donc, je vais pouvoir faire ça. Je vais avoir presque terminé.
Donc, je fais 8 fois ça ici, ça fait 188e. Donc, si je fais mon addition de fractions, n'oubliez pas le négatif qui est présent ici. N'oubliez pas non plus que des dénominateurs communs restent communs. Et voilà. Donc, si on regarde encore une fois, mon coefficient principal, mon A, est positif. Ça veut dire que mon ouverture est vers le haut. On peut voir que c'est donc un minimum qu'on a au sommet. Le sommet ayant une valeur de 31 quarts. Faites attention, c'est x moins h, donc x moins 31 quarts. Le h étant donc positif. Plus k, donc plus moins 88e. Donc mon k est négatif. Et voici, je suis maintenant prête à écrire ma phrase de conclusion qui répond directement à la question demandée. Donc, la valeur minimale est moins 81 huitièmes lorsque x est égal à 31 quarts. Et voilà ce qui complète notre revue de l'optimisation d'équations.